En janvier dernier, sous notre tente à Bir Samut, Adam Bülow-Jacobsen m'a fait remarquer que cela faisait 30 ans tout rond que nous travaillons dans le désert oriental. Dans ces 30 ans, nous avons récolté, transcrit, photographié, enfin surtout lui, 15 000 ostracas grecs et latins. En entraînant l'IFAO avec l'aide de quelques complices dans l'aventure du désert oriental, mon objectif principal était de mettre au jour des documents écrits dont j'avais vite compris que le seul endroit où l'on était à peu près sûr d'en trouver étaient les dépotoirs des fortins. Ces dépotoirs n'ont pratiquement pas livré de papyrus, mais seulement des ostracas. Ce n'est pas seulement parce que les tessons de poterie résistent mieux à l'eau et au feu que le papyrus. Plusieurs allusions dans ces textes mêmes font comprendre qu'il y avait pénurie de papyrus dans ces fortins isolés. Même lorsque des centurions correspondaient entre eux, ils le faisaient sur des ostracas. Dans le désert, il était donc culturellement admis que la correspondance locale se fit sur des tessons de poterie. Les sites dont je parlerai se trouvent dans deux zones qui semblent avoir été bien distinctes dans l'Antiquité. La plus méridionale est la mieux définie, et aussi celle dont la structure administrative est la plus stable et la mieux connue. Les Romains l'ont appelée Mons Berenicidis ou Mons Berenices, ce qui ne veut pas dire montagne de Bérénice, mais désert de Bérénice, le latin mons étant par l'intermédiaire du grec oros, le calque d'un mot égyptien, djou, qui signifie à la fois désert et montagne. Le désert de Bérénice, nommé d'après son port le plus actif, était traversé par les routes dites de Myosormos et de Bérénice, dont la tête sur le Nil était Coptos. À partir de Vespasien, elles ont été équipées de puits fortifiés, les praesidia, commandés chacun par un curator praesidii. Les curateurs étaient placés sous l'autorité directe du préfet de Bérénice, qui était un procurateur impérial. Ces préfets territoriaux, dont la prosopographie a été enrichie par nos ostracas, ont souvent cumulé leur procuratelle avec un commandement militaire qui a été assez tôt dans l'histoire de la préfecture de Bérénice, la préfecture de l'aile de cavalerie stationnée à Coptos. La route de Myosormos semble avoir marqué grosso modo la limite nord du désert de Bérénice. Il convient néanmoins de signaler une inscription de la carrière romaine du Wadi Semna. Cette inscription nous apprend le nom antique du site, Ophiates, qui est en même temps le nom du matériau extrait selon un usage attesté en grec pour les mines et carrières. C'est donc une erreur de parler de Mons Smaragdus et de Mons Porphyrites, comme si Smaragdus et Porphyrites, qui signifient respectivement émeraude et porphyre, étaient des adjectifs. L'inscription de l'Ophiates date de l'an 40 d'Auguste, donc de 11 après Jésus-Christ, et le dédicant est un préfet de Bérénice, fonction qu'il cumule avec celle d'archimétallarque, c'est-à-dire commandant en chef des mines, qui sont l'Asmaragdos, le Batsion et toutes les mines ou carrières d'Égypte, sans oublier le Margarites, c'est-à-dire une pêcherie de perles dont l'emplacement est inconnu. En 11 de notre ère, le Mons Claudianus et le Porphyrites n'existent pas encore, et les ressources minérales précisément mentionnées et localisées dans la titulature de ce personnage sont au sud de l'Ophiates. L'inscription de l'Ophiates contient la mention la plus septentrionale d'un préfet de Bérénice. En effet, il ne sera jamais question du préfet de Bérénice dans les ostracas du Mons Claudianus,
du Porphyrites et d'Umbalad. Cette zone septentrionale du désert oriental était-elle même une entité administrative? Ce n'est pas clair, comme nous allons voir. Le Mons Berenikidis héritait d'une tradition remontant à l'époque pharaonique de contrôle de pistes commerciales et d'exploitation minière. En revanche, la zone nord, quand les Romains prirent possession de l'Égypte, était une terre pratiquement vierge où se posèrent des problèmes logistiques différents. Non pas taxer et transporter des produits précieux, mais extraire des monolithes de plusieurs tonnes et les charrier sur une centaine de kilomètres jusqu'au Nil. Les corpus d'ostraca qui proviennent de ces métals-là montrent qu'ils fonctionnaient en réseau et que la main-d'œuvre était déplacée selon les besoins de l'un à l'autre. Mais cette région avait-elle un nom? Une série d'ostraca du Mons Claudianus, les reçus pour avance à la Familia, permettent d'avancer une hypothèse. Un mot d'abord pour présenter ce dossier. La Familia est l'une des deux grandes catégories de main-d'œuvre dans les carrières de la zone. L'autre est constituée par les Pagani, qui sont les carriers tailleurs de pierres et forgerons d'origine indigène, de conditions libres et hautement qualifiées. De ces deux catégories, la Familia est la plus énigmatique. C'est très probablement une Familia impériale, donc en principe des esclaves de l'empereur, mais certains de ces individus, qui ont des patronymes ou des gentilices, ne sauraient être de statut servile, et même pas des gentilices impériaux, enfin pas tous. Leur onomastique bigarré dénote souvent une origine extérieure à l'Égypte. Quoi qu'il en soit, la Familia est employée à des tâches qui réclament plus de force que de savoir technique. Certains de ces familiares vivaient à crédit et recevaient des avances de nourriture et de salaire, pour lesquels on leur faisait signer des reçus dans lesquels était indiqué leur matricule, qui consiste dans l'appartenance à un numérus et à un arithmos. Ces deux mots, le premier latin, le second grec, sont en principe synonymes, mais en l'occurrence, l'arithmos représente une subdivision du numérus. Dans les ostraca du Mons Claudianus, les membres de la Familia appartiennent presque tous au numérus du Porphyrites et à l'arithmos du Claudianus. Quelques-uns, sans doute affectés au Wadi Baroud, sont inscrits dans l'arithmos de Tibérianais. Si l'on projette la structure administrative de la Familia sur la carte de la région, on en vient à penser que toute la zone des carrières impériales s'appelait Porphyrites. Cette région hypothétique du Porphyrites n'a pas la même structure administrative que le désert de Bérénice. Elle n'est pas sous l'autorité d'un préfet territorial qui serait le pendant du préfet de Bérénice. Néanmoins, dans quelques ostracas tardifs du Claudianus, apparaît la mention d'un éparchos, un préfet donc. Il n'est malheureusement jamais précisé si c'est un préfet territorial ou un préfet commandant une unité militaire, aile ou cohorte. Ce mystérieux préfet forme une paire avec un épitropos qui lui est hiérarchiquement inférieur. C'est sans doute un épitropos ton metallone, donc un procurator metallorum qui est un affranchi impérial. Nous connaissons les noms de deux de ces préfets. L'un s'appelle Vibius Alexandros. Il est destinataire d'une lettre misérabiliste que lui a adressée un sous-officier laissé en charge du Mons Claudianus avec le titre de vice-curateur et beaucoup de problèmes logistiques sur les bras. L'ostracon contient le brouillon de deux lettres du vice-curateur, celle du préfet, puis une autre adressée sur le même sujet au procurator metallorum Tertullus. Ces lettres datent du 5 Famennote de l'an 29 de Commode, soit le 1er mars 189. Il se trouve que Vibius Alexandros est connu par ailleurs dans un papyrus conservé à Leipzig
comme épistratège de l'heptanomie. C'est en cette qualité qu'il reçoit une pétition qui date des premiers mois de l'année 189. Le cumul d'une épistratégie, poste procuratorien propre à l'Égypte, avec une préfecture n'est pas sans exemple. Il en existe deux parallèles qui ne permettent pas de savoir si Vibius Alexandros doit son titre de préfet à un commandement d'unité ou à une préfecture territoriale, car les deux cas de figure sont représentés. Maintenant, je voudrais boire un coup. L'autre préfet qui a eu autorité sur le mont Scodianus s'appelle Antonius Flavianus. Il est le destinataire de deux lettres, des brouillons, écrites par les carriers indigènes pour lui annoncer que 2 colonnes sont prêtes, avec l'aide de Sarapis, et qu'ils ont besoin qu'on leur envoie de l'acier et du charbon afin qu'ils puissent terminer la 3e. Ce préfet est lui aussi secondé par un procurateur. C'est avec surprise que j'ai retrouvé Antonius Flavianus dans un ostracone du désert de Bérénice, provenant du fortin de Dios. Ce texte ne paye pas de mine. Je me suis amusée à mettre côte à côte la photo couleur et la photo numérique infrarouge pour montrer l'intérêt de cette technique qu'Adam Bülow-Jacobson a eu l'idée absolument géniale d'appliquer aux ostracas, et ça marche très bien aussi avec les papyrus. Le nom d'Antonius Flavianus au datif se trouve à la première ligne de la copie d'une lettre qui lui est adressée par le curateur du Praesidium de Dios. Le tesson est un fragment d'amphore sur laquelle le curateur recopiait de la correspondance officielle, ou peut-être même seulement les lettres qu'il envoyait. En ce cas, ce serait un liber literarum missarum, mais l'état du document ne permet pas d'en juger. Le titre d'Antonius Flavianus n'apparaît pas malheureusement. Tout ce que je puis dire, c'est que lorsqu'ils sont détachés dans le désert de Bérénice, les curateurs ont pour supérieur hiérarchique direct le préfet de Bérénice, et que c'est avec ce personnage qu'ils échangent de la correspondance autre que purement locale. Les deux zones que j'ai distinguées dans le désert oriental ont-elles pu, à un moment donné, qui se situerait à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe, être sous l'autorité d'un seul chevalier romain? La possibilité est ouverte, mais l'état de la documentation ne permet pas d'en dire plus. Cet ostracone m'offre une transition vers le second point que je voulais aborder. Parmi les ostracas trouvés dans les praesidia du désert de Bérénice, ceux qui me paraissent les plus importants sont les recueils de correspondance officielle et les journaux de poste. Comme il s'agit de brouillons ou de copies informelles écrits sur des parois d'amphore, ils sont restés sur place. Et comme ils ont été jetés au dépotoir, ils sont en général en piteux état. Quelques exemplaires mieux conservés ont néanmoins fourni une image synoptique sur le fonctionnement de la poste officielle, sans laquelle nous n'aurions rien compris aux fragments. La poste officielle, qui ne transmettait que de la correspondance officielle, ce n'était pas un service public au bénéfice des particuliers, s'appuyait dans le désert sur le réseau des praesidia. Il est apparu que la plupart des militaires stationnés là étaient des fantassins dont on a vraiment l'impression qu'à part monter la garde à tour de rôle, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Du moins, leur présence dissuadait-elle les Bédouins d'attaquer les fortins, ce qui arrivait tout de même de temps en temps. Les cavaliers étaient peu nombreux, 2 ou 3 par praesidium. Leur travail consistait à se rendre dans le fortin voisin, en amont ou en aval, soit pour escorter un personnage de quelque importance, soit pour emporter du courrier venu de la vallée ou de la mer Rouge. Les gens de la garnison en profitaient pour leur confier de petits colis à destination de leurs connaissances dans le praesidium d'à côté. Certains praesidia où l'eau était abondante étaient des centres de culture maraîchère et de blanchissage. Aussi, les cavaliers transportaient-ils souvent, avec le courrier officiel, des bottes de légumes frais et d'herbes aromatiques, toujours accompagnées d'une petite lettre bordereau pour le destinataire, afin d'éviter tout malentendu.
Une fois leur mission accomplie, ils revenaient à leur présidium, tandis que courriers et voyageurs étaient pris en charge par un autre cavalier, et ainsi de suite. Les curateurs tenaient un journal dans lequel ils notaient scrupuleusement les jours et les heures de départ et d'arrivée des cavaliers, précisément identifiés, avec une description succincte du courrier transporté. Cela permettait de repérer les contretemps dans la transmission du courrier, comme en cette occasion où le cavalier Héraclès préféra passer la nuit avec une femme plutôt que d'emporter une lettre du préfet d'Égypte. Il dut être dénoncé par un jaloux et il fut confondu par la collation des journaux de poste des deux fortins voisins qui révéla un trou chronologique dans l'acheminement de la lettre. Les ostracas donnent en effet l'impression que la population des fortins était autant constituée de militaires que de civils, qui étaient peut-être des vivandiers et peut-être en même temps des parents des soldats, car certains cercles familiaux qui se dessinent à travers les courriers et les salutations échangées comportent à la fois des femmes, des mères, des sœurs, des filles, quel que soit le sens à donner à ces mots, et de jeunes hommes au nom latin qui ont toute chance d'être des militaires. La seule activité économique des vivandiers qui apparaissent clairement est le proxénétisme, qui était organisé sur un mode original. Les garnisons se cotisaient pour louer une fille au mois, et le curateur était mandaté par ces hommes pour négocier l'affaire avec le proxénète et décider en particulier laquelle des deux parties paierait la quintana, l'impôt sur les contrats de louage des prostituées. Parfois, la négociation se faisait par l'intermédiaire d'un courtier qui se trouvait déjà dans la garnison cliente. Un autre acteur de la prostitution était l'épitropos, que le proxénète mandatait pour protéger la fille sur place et veiller au respect des termes du contrat. Quant au travail de la prostituée, il était exprimé par le verbe kukleeigne, qui signifie décrire un cercle, tourner, puisque la fille, effectivement, tournait entre les soldats. De ce verbe était dérivé le mot kukletikon, qui désignait le contrat. On a ainsi retrouvé à Dios plusieurs lettres d'une certaine Sarapias qui, depuis Xérone, où elle se trouve, supplie le proxénète, Maximus, de la faire revenir à Dios, maintenant que le contrat de tournante, le kukletikon, est arrivé à échéance. Mais Maximus a des empêchements et ne peut satisfaire à sa demande, malgré les courriers pressants que lui envoie Sarapias, ainsi que l'épitropos Antonius, qui trouve visiblement que son rôle de protecteur devient bien fatigant. Leurs lettres, toutes écrites de la main d'Antonius, ont été retrouvées bizarrement concassées avec les copies des réponses embarrassées de Maximus dans le dépotoir de Dios. Dans l'une de ses missives, Sarapias appuie son propos avec des images dont je n'ai pas compris tout de suite la pertinence et la force. « Si tu étais venu me chercher depuis le début, reproche Sarapias à Maximus, cela aurait mieux valu pour moi que de rester ici à me quereller tous les jours comme au théâtre. Sache seulement que les cavaliers qui arrivent ici avec le courrier voient des mimes dans le praesidium. » Voici ce qui se passe à mon avis. Sarapias, ayant dûment fait son mois, a fermé boutique, mais comme elle est demeurée sur place, ses anciens clients vivent mal ce soudain sevrage et ne cessent de la harceler. Leurs plaisanteries graveleuses et leurs gesticulations lascives les font ressembler à des mimes, c'est-à-dire à des acteurs de mime. Le mot grec mimos désigne en effet à la fois un genre théâtral très populaire à l'époque impériale qui visait à une imitation bouffonne de la vie quotidienne et les acteurs spécialisés dans ce genre. Sarapias est obligé de se rebiffer en permanence pour se défendre, ce qui doit avoir comme effet de redoubler l'hilarité de la garnison
et par conséquent sa fureur à elle, si bien qu'elle a l'impression d'être entraînée malgré elle dans une performance théâtrale. Impression d'autant plus compréhensible dans son cas que les mimes étaient joués sans masque, si bien que les rôles de femmes y étaient tenus par des actrices, et que de plus, la prostituée y était un personnage récurrent. Au lieu de pouvoir souffler un peu entre deux contrats, Sarapias est obligée de continuer à jouer son propre rôle sur un mode grotesque, ce qui la renvoie de façon humiliante à sa condition. L'atmosphère licencieuse qui règne dans le présidium de Xéron Pélagos, devenu un théâtre grandeur nature, est telle qu'elle interloque les cavaliers du service postal qui arrivent de l'extérieur. Ce télescopage, si justement observé par Sarapias entre littérature et vie quotidienne, trouve une autre illustration dans une lettre trouvée à Crocodilo. Ce n'est sans doute pas un hasard si nous sommes toujours dans une affaire de prostitution. La lettre émane d'un proxénète appelé Didymos, dont la petite prostituée a été battue presque à mort par un certain Sabinus. Didymos a eu une explication orageuse avec ce Sabinus, dont il rend compte en termes fleuris. Parake kretai me legon psolophage, c'est-à-dire « il m'a insulté en me traitant de suceur ». Ce composé suggestif, littéralement « mange-bite », ne figure dans aucun lexique. Mais je suis tombée dessus dans un papyrus d'Oxyrhynchos beaucoup plus tardif, puisque c'est un codex du VIe siècle qui se trouve contenir un mime. Un personnage s'adresse à une prostituée en ces termes « Eipe porne psolophage » et « dis-moi, putain mangeuse de bites ». C'est ce genre de gracieuseté que Sarapias, coincée à Xéron, devait entendre quotidiennement et auquel elle souhaitait échapper. Les 3 dernières de ces 30 années passées sur les ostrakas du désert oriental m'ont donné l'occasion de travailler sur une documentation plus ancienne, les ostrakas de Samout, site dont Bérengère et Thomas viennent de vous parler, et je terminerai par quelques impressions que m'a laissé ce saut en arrière dans le temps. À Samout, les instantanés sur la vie personnelle des occupants sont complètement absents, ce qui est significatif. Je laisse de côté la mine d'or de Samout Nord, qui n'a livré que quelques titoulis, et n'évoquerai donc rapidement que les ostrakas grecs de Bir Samout. Nous avons retrouvé à Samout la même culture de l'ostrakon, un réseau de sites voisins avec lesquels s'échange de la correspondance, mais pas de lettres proprement privées, et aussi un système d'acheminement du courrier officiel, avec ses messagers postés dans des stations relais, qu'on appelle à l'époque les bibliaphoroi, ces journaux de poste assez misérables, et son jargon propre. Les objets postaux que transportent les bibliaphoroi sont d'une part des lettres, épistolae, d'autre part les kulistoi, qui sont à mon avis des liasses formées de documents d'abord superposés, puis enroulés. Les relais postaux comme Bir Samout s'appelaient des statmoi, au sens de gîte d'étape, et leur commandement, bizarrement, des heiristai, terme vague susceptible de s'appliquer à toutes sortes de responsables administratifs et qui n'a rien de particulièrement militaire. Un des apports essentiels des ostrakas à la connaissance du désert oriental est la toponymie. Dans les praesidia, sauf dans ceux où les ostrakas étaient peu nombreux parce que les dépotoirs avaient disparu, le nom du lieu jaillissait sous la truelle dès les premiers jours de fouille, le plus souvent dans un titulus amphorique, l'amphore portant le nom de son destinataire et celui de sa garnison. À ma grande surprise, au terme de 3 campagnes à Bir Samout, on a trouvé pas mal d'ostrakas quand même, nous ne connaissons toujours pas, du moins pas avec certitude, le nom antique du site. Ce n'est pas que les toponymes manquent dans la documentation samoutienne, mais les textes ne contiennent pas suffisamment d'éléments pour qu'on puisse les assigner aux vestiges qui subsistent sur le terrain. Le seul toponyme dont la lecture et l'identification soient absolument certaines est la Maragdos. Oui, j'ai presque fini. Cet ostrakon du IIIe siècle apporte la preuve que les mines d'émeraude étaient déjà exploitées à la haute époque ptolémaïque.
Quant à connaître le nom de Bir Samout, même les titulis amphoriques sont muets. Rares sont ceux qui comportent un anthroponyme et aucun ne présente d'adresse de destination. Ils comportent en revanche assez souvent une indication métrologique exprimée en coeis et en cotil. Dans les Praesidia, je ne relève de telles indications métrologiques qu'à Xérone, sur 6 amphores qui sont des amphores importés. Leur présence ou leur absence a sans doute quelque chose à voir avec la taille des amphores. Dans les Praesidia, l'écrasante majorité des amphores est représentée par la petite AE3 bitronconique qui fait 6,50 litres, ce qui représente exactement 2 conges romains. À Bir Samout, l'amphore commune, la E1, a une contenance que Jennifer Gates Foster estime provisoirement à 25-30 litres. Ce seul fait dénote une organisation du ravitaillement beaucoup moins individualisée que dans les Praesidia. Lorsque j'ai découvert avec fascination le désert oriental en 1985, la plupart des fortins étaient dans l'état où les Romains les avaient laissés. Quand nous étions au Mons Claudianus, nos collègues archéologues essayaient de freiner la boulimie des papyrologues en leur expliquant qu'il fallait laisser une partie des dépotoirs intacts pour les générations futures qui disposeraient de méthodes et d'instruments plus sophistiqués pour les fouiller et les étudier. Mais nous vivons dans un monde où tout s'accélère de façon vertigineuse et en Égypte, les générations futures sont déjà au travail avec leurs instruments sophistiqués. Merci.